Bonjour mes chers étudiants, toujours dans le cadre du contrôle gestion au niveau du semestre 6, parcours économie et gestion. Alors on a vu dans la séquence passée comment le contrôle de gestion parvient à adapter, améliorer surtout la performance de l'entreprise à travers la pratique de la gestion des approvisionnements qui consiste à coopérer avec le responsable des achats, des approvisionnements, pour qu'on puisse calculer la cadence optimale, c'est-à-dire un nombre de commandes. Là, on dégage un minimum de coûts. Alors, je rappelle, j'ai montré comment calculer le coût total, qui est la somme entre le coût de possession et le coût de passation, sur la base des données en termes de délai de livraison, le taux de possession, la valeur, le stock moyen. On a essayé de faire une petite modélisation qui consiste à faire un raisonnement pour qu'on puisse calculer la cadence optimale, soit à travers la méthode algébrique, graphique et mathématique. D'ailleurs, avec les trois modèles, on a trouvé le même résultat. Ce résultat va aider bien sûr le responsable des approvisionnements pour améliorer la gestion des stocks en termes de coûts. C'est-à-dire, si on prend un exemple théorique, c'est pas évident de répondre quel est le nombre de commandes qu'on parvient à élaborer ou bien demander auprès du fournisseur. Théoriquement, c'est pas évident, mais j'ai essayé de montrer à travers un raisonnement empirique, scientifique, comment calculer la cadence optimale. Alors, tout ça, c'est pour aider le responsable des achats pour, bien sûr, améliorer sa performance et adapter son comportement. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de la gestion de la production. Alors là, à ce niveau, le contrôleur de gestion, à travers sa pratique, il va intervenir pour optimiser le raisonnement au niveau de la gestion de la production. Alors, je commence par une petite introduction pour dire que le programme de production a pour objectif de définir pour l'exercice budgétaire et dans des conditions optimales les rythmes de production, compte tenu des prévisions des ventes et bien sûr des contraintes de gestion des stocks. Il prend aussi en compte les contraintes techniques du système productif, bien sûr, en termes de capacité de production, d'effectifs et de qualification de la main-d'œuvre. Le budget de production établit dans le cadre de l'exercice budgétaire la prévision valorisée en moyen, c'est-à-dire la matière, la main-d'œuvre et les frais de centre. Alors, si je prends ce schéma, vous avez en haut le budget des ventes et par la suite, avec les contraintes du système productif et la politique de stockage, on élabore un programme de production et en fonction des standards de production et des coûts préétablis, on élabore un budget de production. Alors, une fois ce budget élaboré, maintenant, on cherche à calculer l'optimum. Alors, pour le faire, on va réaliser le budget et on va le comparer par rapport à ce qu'on a prévu, avec un contrôle bien sûr, et avec l'effet de régulateur, on va essayer de calculer l'optimum. Alors, théoriquement, c'est pas évident pour vous donner une réponse convaincante. On va essayer de prendre, comme d'habitude, des exemples cliniques pour montrer comment on parvient à calculer l'optimum de production. Alors, le programme de vente définit a priori le programme de production, donc c'est le commentaire du schéma précédent. Toutefois, l'étude de celui-ci peut faire apparaître des capacités productives inutilisées. C'est ce qu'on appelle les sous-emplois. On va essayer de les voir, comment on peut cibler, calculer, détecter, déterminer les sous-emplois. Et les priorités de l'entreprise, de même que sa flexibilité pour déterminer le degré d'intégration entre le budget des ventes et le budget de production. Alors là, le contrôleur de gestion, il intervient pour réguler le comportement entre le responsable des ventes et le responsable de production. Alors, si je prends par exemple un exemple basique, le programme de production permet de vérifier la cohérence entre bien sûr le budget de vente et de production et de stockage. Par exemple, une ventilation sur 4 périodes. Alors, vous avez par exemple pour le mois de janvier, stock initial 100, production, on a fabriqué 600 unités, on a vendu 500, bien sûr, il nous reste un stock final de 200. Alors, le stock final du mois de janvier, il devient le stock initial du mois N+1. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est le mois de février. La même chose.
avec un stock initial de 200. Et si on fabrique 600 et on vend, commercialise 700, on aura un stock final de 100. Alors la même chose, le stock final du mois N, il devient le stock initial du mois N plus 1. Et ainsi de suite. Donc cette ventilation se fait d'un mois à un autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la recherche de la combinaison productive optimale? L'entreprise a intérêt, compte tenu de ses contraintes de production et des contraintes commerciales, à rechercher la combinaison productive la plus rentable. Alors, c'est ça la mission du contrôle de gestion. Il va, en fonction des contraintes techniques, commerciales, financières, logiques, on va essayer de faire un raisonnement sous forme d'un modèle, ou bien ce qu'on appelle la programmation linéaire, pour répondre à ce genre de problème. Ce type de problème de recherche d'optimum sous contrainte est traité par la programmation linéaire. Lorsque la fonction à optimiser, c'est-à-dire la marge totale, et les contraintes techniques commerciales s'expriment sous forme d'équation linéaire. Alors, ce qu'on va voir au niveau de cet exemple qui est très simple, on a une entreprise qui fabrique deux produits, ou bien deux modèles, le modèle S et L. Il désire mettre au point un programme optimal de production afin de maximiser la rentabilité de ce projet. Les renseignements nécessaires à la résolution de ce problème sont fournis bien sûr en annexe. Travail demandé, déterminer par résolution graphique le programme de production mensuel permettant de rendre max la masse variable et rechercher le même optimum, c'est-à-dire le même résultat avec la méthode du syntaxe. Donc en annexe, vous avez deux tableaux. Le premier tableau, il vous fournit les ateliers, le atelier A, B, C. Si je peux faire un petit commentaire, par exemple pour le modèle S, il nécessite 20 minutes au niveau de l'atelier A, 20 minutes au niveau de l'atelier B et 15 minutes au niveau de l'atelier C. Le deuxième modèle, ou bien le produit L, il nécessite respectivement 20 minutes, 25 minutes au niveau de l'atelier A, 30 minutes au niveau de l'atelier B et 15 minutes au niveau de l'atelier C. Les capacités disponibles, ou bien les disponibilités par atelier mesurées en termes de minutes, on a respectivement 36 000 minutes pour l'atelier A, 45 pour l'atelier B et 24 000 minutes pour l'atelier C. Ce sont les capacités des ateliers. Et ça, c'est le temps qu'occupent les deux produits au niveau de chaque atelier. Alors, un complément d'information, le modèle, le marché est en état d'absorber 100 modèles S et 700 pour le modèle L, par mois, bien sûr. C'est la capacité de commercialisation, respectivement, du modèle S et de L. Le deuxième tableau, bien l'annexe numéro 2, il fournit les données de comptabilité analytique et prévisionnelle. Vous avez le modèle S, le prix unitaire 500, le coût variable unitaire 350 pour le modèle S, le prix unitaire, le prix de vente unitaire 700, le coût variable unitaire 700. Alors, sur la base de ces informations, on va essayer de faire ce qu'on appelle la modélisation. Tout le problème, il sera simplifié, bien modélisé de la manière suivante. Alors, je commence par la fonction économique à maximiser. Alors là, il est en termes de masse variable. Comme vous savez, la masse variable, c'est le chiffre d'affaires unitaire moins le coût variable unitaire. Dans notre exemple, pour le modèle S, on a 500 chiffre d'affaires unitaire moins 350 coût unitaire. La différence, il nous donne 150. Par conséquent, il devient 150, le coefficient technique, 150 fois S. La même chose au niveau du L. On a le chiffre d'affaires unitaire 700, moins le charge variable unitaire 500, on a 200 fois L. Maintenant, pour les contraintes techniques, si je reviens sur l'énoncé, on a noté que le modèle S, il nécessite 20 minutes au niveau de l'atelier A, le modèle L, il nécessite 25 minutes toujours pour l'atelier A, avec une capacité maximale de 36 000 minutes. La même chose au niveau de l'atelier B. Le modèle S, il nécessite 20 minutes au niveau de l'atelier B et le modèle L nécessite 30 minutes au niveau de l'atelier B avec une capacité maximale de 45 000 minutes. Pour le troisième atelier, les deux modèles S et L nécessitent respectivement 15 minutes, donc avec une capacité totale de 24 000 minutes. Donc voilà comment on parvient à modéliser le comportement des deux produits au niveau des trois ateliers A, B et C.
Pour les contraintes techniques, c'est bien noté au niveau des annexes qu'on ne peut pas écouler sur le marché plus de 1000 pour le modèle S et on ne peut pas commercialiser plus de 700 au niveau du modèle L. Bien sûr, on a des contraintes logiques, on va produire des quantités positives. Alors ça s'appelle la modélisation du problème. Maintenant, on va essayer de répondre à la première question, la méthode graphique. Sur un repère orthonormé, dans l'axe des abscisses, on met le modèle, le produit, ou bien le modèle S, pour l'axe des ordonnées, le produit L. Alors là, on va schématiser respectivement les trois contraintes. La première contrainte, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors pour réussir à tracer ou bien représenter ou bien schématiser les contraintes sur le repère, vous allez revenir sur le problème. Voilà. Pardon. Alors, si je prends par exemple la première contrainte, vous remplacez par exemple le modèle L par 0, vous calculez S en fonction du reste, et la même chose, vous remplacez S par 0 et vous calculez L en fonction du reste, et vous aurez une combinaison de 1800, 1440. Alors, on va voir au niveau du graphe. Voilà la première contrainte, la première combinaison 1800 et 1440. Et vous allez joindre les deux, l'extrême de la combinaison au niveau du repère. Alors, la même chose, vous allez essayer de faire au niveau de la deuxième contrainte. Chaque fois que vous remplacez S par 0, vous calculez L en fonction du reste. Et inversement, vous remplacez L par 0, vous calculez S en fonction du reste. Et vous aurez la deuxième contrainte, 2200 au niveau de l'axe des abscisses, 2250, voilà, 2250, et 1500 au niveau de l'axe des ordonnées. Pour la troisième contrainte, la même chose, vous aurez 1600 et 1600. Donc voilà la première contrainte, la deuxième, la troisième. Alors la quatrième contrainte, S, elle est inférieure à 1000, et la cinquième contrainte, L, elle est inférieure à 700. Ce qui est intéressant, vous allez essayer de calculer le domaine de solution possible, ou bien zone d'acceptabilité, ou bien la zone des solutions possibles. Alors, vous allez faire l'intersection entre les 5 contraintes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. L'intersection entre les 5 contraintes, vous aurez cette surface encadrée en rouge. C'est-à-dire, à l'intérieur, y compris la frontière, on peut produire. Alors, à l'extérieur de cette zone, on ne peut pas optimiser ou bien saturer les 5 contraintes. L'essentiel, il faut saturer les 5 contraintes. Pour le faire, il faut faire l'intersection entre les 5 contraintes pour obtenir cette zone d'acceptabilité encadrée en rouge. Maintenant, vous allez tracer le coefficient, bien calculer le coefficient directeur ou bien technique de la fonction économique. Donc, il est schématisé par cette droite en discontinu. Donc, en général, le déplacement de cette droite, il part de la solution naturelle d'origine, 0. Et il y a un déplacement, prenez les règles, vous faites le déplacement d'une manière parallèle jusqu'au dernier point d'intersection avec le domaine de solution possible. Alors, le dernier point d'intersection entre le coefficient ou bien la fonction économique et la zone des solutions possibles, c'est le point P. La projection, vous aurez 900, 700. C'est l'optimum. Donc, le point P, c'est l'optimum. C'est le dernier point d'intersection entre la fonction économique schématisée en discontinu. On fait le déplacement, je répète, de la solution naturelle d'origine, ici 0, vers le haut, d'une manière parallèle. Alors, un commentaire, zone d'acceptabilité, c'est représente l'ensemble des combinaisons productives, techniquement et commercialement acceptables. Fonction économique, donc vous calculez le coefficient technique directeur de la fonction économique, vous calculez L en fonction du reste, et comme vous le voyez, vous avez un coefficient technique qui est négatif, moins 0,75 fois S. À chaque niveau du masse circovariable correspond une droite du coefficient directeur 0,75. Les droites de masse circovariable sont donc parallèles entre elles et s'éloignent de l'origine
quand la masse covariable augmente, comme j'ai expliqué tout à l'heure au niveau du le graphe. Détermination graphique de l'optimum, la masse covariable elle est représentée par la droite la plus éloignée de l'origine et un point au moins appartient à la zone d'acceptabilité, c'est-à-dire le dernier point d'intersection entre la zone des solutions possibles, la zone d'acceptabilité et la fonction ou bien la fonction de la masse covariable. Alors le point P, le dernier point d'intersection, la projection, on a obtenu 900, 700 respectivement, c'est l'optimum. Si vous placez ces deux valeurs dans la fonction de la masse covariable, vous multipliez par 900 par 150 et 700 fois 200, vous aurez 275 000 dirhams. C'est la masse covariable maximale. Alors retenez le chiffre, on va le voir au niveau de la méthode du simplex. La deuxième méthode, contexte, on arrête ou bien on arrive à la dernière itération. Alors cet optimum permet de saturer le marché du produit L et l'atelier C. Donc, il y a le plein emploi au niveau du le produit L et l'atelier C. Par contre, les ateliers A et B sont en sous-emploi. Donc voilà le rôle et le contrôle de gestion à travers cette démarche, ou bien à travers la programmation linéaire. On parvient à orienter, aider, informer quels sont les éléments qui fonctionnent en plein emploi et quelles sont les composantes là, ils travaillent sous emploi. Alors bien sûr, il faut transformer les sous-emplois en plein emploi. Donc on va le voir au niveau de l'exercice, comment on peut le faire en termes de pratique du contrôle de gestion. Alors là, toujours dans le cadre de la programmation linéaire, on va essayer de passer d'un système d'inégalité à un système d'égalité en ajoutant les variables de base. Voilà. De E1 jusqu'à E5 sont les variables de base. Pour prendre lambda, l'epsilon, l'essentiel, il faut passer d'un système d'inégalité à un système d'égalité. Alors les variables EI représentent les capacités disponibles. Alors là, ces variables, ils vont nous aider pour faire le commentaire au niveau de la dernière itération. Alors maintenant, le principe de la méthode de la programmation linéaire, ou bien l'application de l'algorithme de simplex, c'est facile. Donc vous allez tracer une matrice de cette forme. La première colonne, vous avez les variables de base, E1 jusqu'à E5. Alors la dernière ligne, c'est la fonction économique, la masse covariable. Alors là, vous prenez uniquement les coefficients techniques. Alors, je reviens, voilà. Vous prenez uniquement les coefficients techniques de ce programme. Alors, la preuve, je peux faire la lecture autrement dit. Premier atelier, 20 minutes fois S, plus 25 minutes fois L, plus E1, donc 1 fois E1, est égal à 36 000. La capacité de l'atelier numéro A. La même chose, l'atelier B, C, etc. Donc voilà les 5 contraintes, 3 techniques et 2 commerciales. 1, 2, 3 sont les contraintes techniques, 4 et 5 sont des contraintes commerciales et la fonction de la masse covariable. Là, on a obtenu 150 fois S plus 200 dirhams, 200 fois L. Alors là, pour qu'on puisse passer à la deuxième itération, il faut respecter un certain nombre de principes. Alors là, il faut chercher tout d'abord la forte valeur de la fonction économique. Alors, elle s'appelle la variable entrante. Alors, je prends la fonction, la masse covariable, 200, c'est plus fort, c'est plus important que 150. Donc, ça s'appelle colonne pivot variable entrante. La variable entrante. Vous prenez l'avant-dernière colonne, je dis l'avant-dernière colonne, vous divisez ces coefficients par rapport à ces coefficients de la variable entrante. Vous divisez cette colonne par rapport à cette colonne, vous aurez la dernière colonne. Voilà. Donc, je répète, une fois vous allez remplir les coefficients techniques de votre programme, maintenant vous allez chercher ou bien trouver la variable entrante. Une fois vous trouvez la variable entrante, vous prenez l'avant-dernière colonne, c'est-à-dire les capacités disponibles, vous les divisez par le coefficient technique de la variable entrante.
c'est-à-dire vous divisez cette colonne par rapport à cette colonne. Vous aurez le remplissage de la dernière colonne. Alors au niveau de la dernière colonne, vous allez voir quelle est la variable sortante, la plus forte contrainte. Alors là, vous voyez que 700, c'est la variable sortante. L'intersection entre variable entrante et variable sortante, c'est le pivot, ici, ce qui est entouré de 1. Le 1, le pivot, c'est l'intersection entre variable sortante et variable entrante. Alors, une fois on calcule, on détermine le pivot, maintenant on va essayer de passer la première itération à la deuxième itération. Alors, je vous donne la formule et après vous allez essayer de le faire à tête reposée pour l'ensemble des coefficients techniques. Alors, je prends par exemple cette valeur. Comment on a passé l'ancienne valeur à la nouvelle valeur. Pour le faire, alors, pour passer de cette valeur à cette valeur, vous allez tracer un triangle, ou bien un rectangle, si vous voulez, un rectangle, à l'extrémité dialogue, le pivot, la valeur et les autres extrémités. Vous divisez le rectangle par 2. Alors maintenant, pour passer la nouvelle valeur à l'ancienne valeur, vous prenez cette valeur, l'ancienne valeur, multipliée par l'extrémité du triangle, divisé par le pivot. Je répète, l'ancienne valeur, multipliée par l'extrémité du triangle, vous le divisez par le pivot. Vous aurez moins 25. 0 moins 1 fois 25 divisé par 1. Donc, voilà. Alors, le même principe, vous l'utilisez pour l'ensemble des coefficients de la matrice. C'est la première itération, c'est la deuxième itération. C'est le passage, qu'est-ce qu'on entend par l'itération? C'est-à-dire le déplacement entre les sommets de la zone des solutions possibles. Alors, pour gagner un peu de temps, je vous donne une petite astuce. Vous prenez par exemple la deuxième matrice, vous voyez que la colonne pivot, vous gardez le pivot, 1, les autres coefficients sont nuls. Voilà. Le coefficient, il reste inchangé, et les autres, le reste, ils sont nuls. Par rapport à la ligne, le pivot, il est inchangé. Voilà. Alors, si vous comparez cette ligne par rapport à cette ligne, il reste inchangé. Donc là, c'est juste pour ne pas faire trop de calculs, je répète, vous allez annuler tous les coefficients de la colonne, voilà, 0, 0, sauf le pivot, et pour la ligne, vous la laissez inchangée. Le même raisonnement. On va essayer de voir la colonne pivot, bien la variable entrante. Alors là, c'est au niveau de la marge covariable, c'est 150. C'est la variable entrante, ou bien plus forte marge commerciale. Vous divisez les coefficients techniques de l'avant-dernière colonne par rapport à cette colonne. Bien sûr, au niveau des coefficients, vous aurez le remplissage de la dernière colonne. Je répète, vous allez diviser l'avant-dernière colonne, les coefficients techniques de la dernière colonne, par rapport aux coefficients techniques de la colonne pivot, et vous aurez le remplissage des cellules de la dernière colonne. Maintenant, vous cherchez automatiquement quelle est la variable sortante, la plus forte contrainte, 900, et c'est la variable la plus faible. L'intersection entre variable entrante, variable sortante, c'est le pivot. Ici, 15, c'est le pivot. Et vous allez faire le même raisonnement. Pour passer des anciennes valeurs aux nouvelles valeurs, vous prenez la nouvelle valeur, vous allez, l'ancienne valeur, comme on a fait ici, l'ancienne valeur, multipliée par l'extrémité qui est le pivot, et vous divisez par le pivot. L'essentiel, vous allez continuer à itérer jusqu'à ce que tous les coefficients techniques de la masse covariable ils sont négatifs. Voilà. Lorsque tous les coefficients techniques de la masse covariable sont négatifs, ça prouve qu'on est dans l'optimum. Si vous continuez, donc vous allez rater votre optimum. Alors dans ce cas, pour faire le commentaire, on a déjà trouvé
l'optimum L est égal à 700, S est égal à 900. Bon, c'est ça l'optimum. Et maintenant, on va commenter les coefficients techniques de la dernière colonne pour distinguer les ateliers qui sont en emploi et les ateliers qui sont en sous-emploi. Alors, l'optimum est atteint lorsque les valeurs de la dernière ligne étant toutes négatives. Toute modification du programme réduit la masse variable, c'est tout à fait naturel. On trouve en dernière colonne l'optimum de la détermination graphique. Ce qu'on a trouvé dans la méthode graphique, on le trouve au niveau de la méthode simplex. Donc c'est 900 et 700. Vous remplacez ces deux valeurs dans la fonction de la masse variable, on trouve la masse variable la plus élevée, 275 000. Et vous rappelez que ce chiffre a été déjà trouvé au niveau de la première méthode. Alors cette production assure le plein emploi au niveau de l'atelier C. On a plein emploi. Et le tableau fournit les capacités résiduelles. Par exemple, au niveau de l'atelier A, il nous reste 500 minutes en sous-emploi, alors résiduel. Pour l'atelier B, il nous reste 6000 minutes. Alors là, l'atelier A et B, il est en sous-emploi. Et le marché de combinaison C pouvant absorber 100 unités supplémentaires. Donc voilà, si je peux dire, comment on parvient à utiliser les pratiques de contrôle de gestion, toujours pour améliorer la performance au niveau des départements, plus particulièrement au niveau de l'élaboration des budgets. Alors là, comme on a vu au niveau de la gestion des approvisionnements, comment on parvient à calculer la cadence optimale, c'est-à-dire le nombre de commandes là on génère le plus faible coût au niveau du stockage. Maintenant, on a vu qu'au niveau de la fonction de production, comment on parvient à faire la modélisation d'un problème en utilisant la méthode du simplex et bien sûr orienter, adapter le comportement du responsable technique pour faire la distinction entre les éléments. Là on a le plein emploi, c'est bien, et là on a le sous-emploi. Il faut prendre des décisions pour utiliser ces valeurs résiduelles. Comme vous le savez, si on a des machines qui ne fonctionnent pas en plein emploi, donc c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Et comme vous le savez, on est là pour travailler le côté performance. Alors, je vous remercie pour votre attention. On aura l'occasion de voir une autre séquence pour l'élaboration du budget d'investissement. Je vous remercie et à la prochaine fois.